Bonjour, je me présente une fois de plus. Je suis le docteur Fliège, cofondateur de SOS Psy, docteur en psychologie clinique et pour répondre à certaines questions des internautes, je me permets de faire une petite prémisse à cette conférence sur le livre SOS Psy, le débriefing. Alors, à l'occasion de la sortie récente de ce livre, SOS Psy, le débriefing, je me permets de répondre à ces questions fort légitimes que m'ont posées les internautes, intrigués par mon parcours atypique, mais aussi par certaines spécificités de l'association SOS Psy. Je suis le docteur Fred Fliège, docteur en psychologie clinique et écrivain. Qualifié maître de conférence, je n'ai jamais été titularisé, car je n'étais pas familiarisé avec les pratiques frauduleuses, telles le favoritisme, le retour d'ascenseur et d'autres formes de corruption qui ont cours dans les milieux universitaires. J'ai démissionné en 2011 de mon poste de chargé de cours à l'université de Paul Valéry, Montpellier 3, pour protester contre les agissements inqualifiables de certains hauts responsables tels Brigitte Leroy-Viémont. Si mon geste n'a pas eu le résultat escompté, il m'a permis de me consacrer à plein temps à la clinique et à la recherche psychoclinique, ainsi qu'à mon dada qu'est l'écriture. D'ailleurs, clinicien et chercheur au sein de l'ONG internationale d'intervention psychologique SOS Psy, je n'ai jamais cessé d'écrire. Je pense que cette vocation puise ses sources dans le contact quotidien avec des personnes en grande détresse morale. Leur parcours est parfois dramatique, souvent poignant et toujours touchant. Je dirais d'ailleurs que ce sont mes patients qui m'ont tout appris. Et bien entendu, c'est à eux que je dédie ce livre. Soit dit en passant, la vente de ces publications représente l'unique source de revenus de notre association. Je remercie aussi pour leur courage et leur soutien indéfectible mes amis Didier, François, Chris, Daniela et bien d'autres. Vous vous demanderez pourquoi mes collègues préfèrent rester dans l'anonymat. Il y a pour cela deux raisons principales mais importantes. D'abord, pendant des années, certains patients en crise n'hésitaient pas à se rendre en pleine nuit au domicile de nos intervenants pour solliciter leur aide. De ce fait, les psychologues n'avaient plus aucune vie privée. Puis, il y avait un événement qui a marqué les annales de notre ONG. Une nuit, on m'a appelé d'un squat à Montpellier pour négocier avec un preneur d'otages, soi-disant. Sur place, j'ai appris que ce dernier, armé d'un canif, s'était enfermé avec une jeune fille dans une chambre. Il menaçait de la tuer si on ne lui rendait pas son matos, en l'occurrence quelques doses d'héroïne. Comme il me connaissait de réputation, il m'écoutait et finissait par relâcher son otage. Ce que j'ignorais était que quelqu'un avait composé le 17 juste avant mon arrivée. Alors que la situation venait d'aboutir à un dénouement heureux, une voix amplifiée par un mégaphone enjoignait aux occupants du squat de sortir un par un, les mains en l'air. J'étais manifestement le seul à saisir que les choses ne se présentaient pas très bien pour le jeune toxicomane. Il ne restait rien de moins que de se retrouver à la cour d'assises. Et comme il avait été pris d'un accès psychopathologique, qu'il avait rapidement obtempéré, sans passer à l'acte, on ne pouvait pas le considérer comme un criminel. En un seul instant, je me suis rendu compte que les forces de l'ordre allaient non seulement l'arrêter, mais évacuer le squat qui hébergeait des familles entières de sans-logis. J'ai recommandé aux squatteurs qui se trouvaient à mes côtés de dire qu'il y avait eu une fausse alerte et de faire passer le mot à tout le monde. L'instant d'après, les agents défonçaient la porte d'entrée et faisaient irruption dans l'immeuble.
Casqué et muni de fusils d'assaut, il se comportait en vrai cow-boy. Je dois admettre que je n'en menais pas large moi-même quand je me suis dirigé vers celui qui me paraissait être le chef du commando. En souriant, je lui ai lancé « Désolé, c'était une erreur de ma part, une fausse alerte ». J'étais sidéré de voir sa colère et sa frustration manifestes. Il avait probablement espéré pouvoir en découdre avec ses nécessités, qu'il exécrait, des personnes indigentes qui avaient trouvé refuge dans ce bâtiment laissé à l'abandon depuis des années. Après avoir interrogé tous les présents, qui affirmé unanimement qu'il n'y avait aucun problème, les agents comprenaient que la présence était désormais inutile. Plusieurs d'entre eux me dévisageaient avec une haine à peine contenue. Tout se passait comme si je les avais empêchés de tourner en rond, de se défouler, comme si je les avais spoliés de la satisfaction que leur aurait procuré une bonne opération musclée, voire une fusillade. En entravant leur appétence belliqueuse, je leur avais apparemment gâché la soirée. Le commandant en chef donna l'ordre à ses troupes de se retirer. Avant de partir, il m'a foudroyé du regard et il a lâché d'un ton menaçant et sans équivoque « On se reverra ». Si chacun doit se débrouiller avec sa conscience, on s'aperçoit que l'éthique du psychologue, dont le premier souci concerne le bien d'autrui et la sécurité de ses patients, ne coïncide pas nécessairement avec les lois de la République et les règles qui ont cours au sein des forces de l'ordre. Voilà le deuxième motif qui a amené nos intervenants à s'abstenir de divulguer leurs données personnelles et à observer une grande discrétion dans l'exercice de leur travail difficile et parfois périlleux. Alors, l'ouvrage que je me propose de vous présenter aujourd'hui vient seulement d'être publié aux éditions The Book Edition à Lille. Il n'est disponible que par Internet. Intitulé SOS Psy, le débriefing, il se distingue des précédents écrits en ce qu'il expose pour la première fois l'histoire et le fonctionnement de l'ONG. Mais la majeure partie du livre est consacrée au débriefing qui se révèle de loin la méthode la plus efficace pour traiter un choc traumatique. Dans ce livre, je me propose d'abord de faire découvrir au public SOS Psy, une ONG internationale d'intervention psychoclinique, et d'introduire à ses principes fondateurs, ses objectifs, sa méthodologie et son action sur le terrain. Afin d'illustrer le travail qu'accomplit notre association au quotidien, j'ai retranscrit ici des exemples concrets, représentatifs de notre expérience psychoclinique et de nos succès thérapeutiques, ainsi que certains témoignages de patients et d'intervenants. Cependant, le principal propos de ce livre consiste à initier le lecteur, même parfaitement novice en matière de psychologie, à la technique du débriefing. Si cette approche thérapeutique a fait ses preuves depuis près d'un siècle, SOS Psy l'a profondément révisée en vue de la rendre opératoire en toutes circonstances et de la rendre accessible au plus grand nombre. D'ailleurs, le recours au débriefing, encore assez méconnu, se révèle assez simple et aisé, à la seule condition qu'on se conforme aux instructions ici précisées, et notamment celles qui explicitent le contenu et la succession de ces différentes étapes thérapeutiques. Si on respecte ces directives, on peut appliquer la technique en conjuguant rigueur méthodologique et souplesse intuitive dans des situations les plus ardues pour dénouer des conflits individuels ou collectifs et apporter un soutien inestimable à des personnes en grande détresse psychique ou gravement traumatisées. Ainsi, ce texte se veut avant tout un manuel à l'intention des particuliers, des familles et des couples, du personnel d'entreprise, des établissements scolaires et ou spécialisés, des hôpitaux, des individus et des groupes en situation de crise, voire de guerre.
Il est conçu comme un précis de l'intervention psychoclinique, un outil profitable pour tout un chacun et essentiel pour les professionnels de la santé mentale. Il s'adresse à tous ceux qui risquent d'assister dans leur sphère privée ou dans leur vie professionnelle à un événement potentiellement traumatisant, à l'accès psychopathologique d'un tiers ou à toutes sortes de crises comportant une contrepartie psychologique. Dans la dernière partie de l'ouvrage, j'ai tenté d'exposer les avancées récentes de nos recherches sur la méthodologie et la praxéologie du débriefing à mettre en œuvre pour permettre aux victimes d'un choc traumatique de métaboliser symboliquement leur vécu douloureux et de recouvrer leur place de sujet. Ce chapitre ne manquera pas d'intéresser tous ceux qui s'attellent à l'exploration de l'appareil psychique et qui sont confrontés aux questions que soulève le fonctionnement de l'inconscient. Alors, en ce qui concerne la création de l'association SOS Psy, on peut rappeler que suite à la vague d'attention qui a frappé la capitale française en 1995, une dizaine de psychologues et moi-même avons mis en place dans l'urgence une cellule de crise afin de porter secours aux victimes. Parmi les rescapés de ces attaques, nous avons d'emblée établi une distinction entre victimes primaires, secondaires et tertiaires. Les premiers étaient grièvement blessés et risquaient de rester mutilés à vie. Les deuxièmes, physiquement indemnes ou ne présentant que des lésions superficielles, avaient été témoins directs de ces atrocités. Enfin, les derniers avaient pris connaissance de ces événements de façon indirecte, le plus souvent par les médias. Cependant, en apprenant ces faits effroyables, même ces personnes-là avaient fréquemment subi un choc majeur et nécessitaient notre intervention. Dans une proportion impressionnante, les témoins directs ou indirects de ces cataclysmes souffraient de symptômes liés au stress post-traumatique. Et en procédant à un premier bilan sur les répercussions psychopathologiques du désastre sur les victimes, nous avons fait un constat qui nous paraissait à première vue assez contradictoire. Ainsi, et contre toute attente, la plupart de ceux qui avaient été atteints dans leur intégrité corporelle présentaient des traumas psychiques moins sévères que les autres. Tout se passait comme si leurs lésions corporelles les avaient en quelque sorte protégés contre une effraction pathogène de leur appareil psychique. Leur défense psychique s'était avérée plus efficace que celle des autres qui avaient réchappé aux ravages matériels provoqués par les bombes. Il faut dire que dans le Paris de cette époque, la population était épouvantée et une panique générale se propageait comme un feu de broussailles. Les pouvoirs publics, dépassés par le chaos ambiant et trop débordés pour rétablir l'ordre, se montraient dans l'incapacité de nous seconder dans notre travail et de se concerter afin de nous faciliter de mener à bien notre tâche. Ainsi, c'était en parfaite indépendance, mais avec l'aval des autorités, que nous nous sommes attelés à notre devoir. Après avoir mis en place une antenne téléphonique, nous sommes intervenus auprès des victimes, que ce soit en milieu hospitalier, à domicile, voire dans la rue. Afin de mettre en œuvre un dispositif thérapeutique adapté aux besoins de nos patients, nous nous sommes appuyés sur le procédé déjà existant du débriefing. Il s'agissait en effet là d'une technique inventée par les Américains durant la Première Guerre mondiale, puis améliorée par les Canadiens. Nous avons immédiatement fait appel à cette méthode pour prendre en charge les victimes et pour éviter le déclenchement d'une névrose post-traumatique. Au cours de nos interventions, nous avons exploré la nature des traumatismes subis par les témoins directs ou indirects de ces cataclysmes. Nous n'avons pas tardé à découvrir que la gravité des atteintes psychiques était sans commune mesure avec celle objective des incidents à l'origine des traumatismes. En examinant les personnes auxquelles nous apportions notre soutien, nous nous sommes rendus à l'évidence que la seule signification subjective que revêtait pour le patient le facteur
événementiel, présentait une véritable pertinence clinique. Du point de vue métapsychologique, l'intensité ou la nature des faits concrets à l'origine du choc se révélait dès lors, sinon anecdotique, du moins négligeable et secondaire, à l'écart de leur impact sur le vécu subjectif du patient. Dans l'optique psychoclinique, la signification subjective de l'événement déclenchant l'emportait donc largement sur la dimension objective des préjudices tangibles qu'avait subis la victime. Ce qui comptait, c'était la façon dont la personne avait perçu l'événement et non pas l'événement lui-même. Ainsi, de simples témoins des événements destructeurs souffraient souvent de chocs post-traumatiques majeurs et fortement invalidants. En quelques jours, une cinquantaine de psychologues s'est jointe à notre initiative et en marge de nos interventions, nous avons constaté l'émergence inquiétante d'une grande détresse morale s'étendant à toutes les couches de la population et dont l'ampleur dépassait les prévisions les plus alarmistes. 3 ans plus tard, et face à la prolifération exponentielle de nouvelles pathologies telles les états limites, de la dépression et des suicides, et devant le désistement et la passivité des autorités sanitaires, nous nous sommes résolus à fonder l'association SOS Psy en 1998. En ce qui concerne le débriefing, on peut d'abord mentionner les fondements historiques. Historiquement, le débriefing puise ses sources premières dans les répercussions psychiques qu'eurent les affrontements meurtriers de la Première Guerre mondiale sur un nombre incalculable de soldats américains. Ceux-ci, déclarés inaptes au combat mais ne présentant aucune lésion physique, étaient alités dans des baraquements sanitaires à l'arrière des tranchées et des champs de bataille. Les généraux US recensaient alors d'innombrables cas de traumatisation psychologique, rendant inopérants les combattants touchés par ce phénomène. Eu égard à l'étendue inquiétante des préjudices qu'il risque de causer à l'armée américaine, des médecins furent chargés de tout mettre en œuvre pour remettre sur pied les traumatisés. On les considérait tout simplement comme de la chair à canon. Ce furent des préoccupations d'ordre purement stratégique qui amenèrent ces praticiens à élaborer une thérapie ad hoc censée rendre à nouveau opérationnels les militaires en état de choc. Cependant, ce ne fut qu'en 1983 que le psychologue Jeffrey Mitchell redéfinit de façon plus détaillée ce type de prise en charge post-traumatique et lui donna le nom de debriefing en français avec un accent sur le E, car ce terme a été francisé. Alors, en ce qui concerne les versions formalistes du debriefing, à l'heure actuelle, on utilise plusieurs modèles du debriefing. La technique la plus répandue aux États-Unis, le CISD, Critical Incident Stress Debriefing, de Mitchell, est fondée sur une approche strictement cognitive et un protocole méticuleusement structuré en une multitude d'étapes et de sous-étapes et d'injonctions extrêmement détaillées et contraignantes. Se déroulant généralement en une seule séance, il ne laisse aucune place à l'intuition de l'intervenant ni à l'expression spontanée et subjective des victimes. Le psychologue dont la fonction est réduite à une dimension pédagogique se borne à dispenser à ses patients des conseils plus ou moins avisés et préétablis. Le modèle qui s'impose actuellement chez les professionnels de la santé mentale dans l'espace francophone, désigné par le sigle IPPI, intervention psychothérapeutique post-immédiate, revendique explicitement son inspiration psychanalytique et ambitionne de ne pas forcer l'énoncé du récit par les victimes. Néanmoins, force est de constater que la conception parfaitement protocolaire et la multiplication protéiforme de ces différentes étapes et consignes, d'ailleurs fort directives, se révèlent non seulement peu fécondes, mais comportent aussi le risque d'aggraver
la confusion mentale chez des patients déjà passablement désorientés. Pour avoir longuement étudié et appliqué au sein d'une organisation de psychologues dénommée GIP, Groupement d'intervention post-traumatique, et qui a déposé le bilan il y a une dizaine d'années, les techniques de débriefing du type IPPI, les membres de SOS Psy ont pu s'apercevoir qu'elles s'apparentaient largement à celles pourtant décriées par les adeptes de l'IPI du CISD américain. Elle produisait l'effet de devinette inutilement compliqué et les victimes butaient invariablement sur la ramification surabondante aux dédales labyrinthiques. Ces protocoles ne manquaient pas de gêner le bon déroulement des entretiens et s'avéraient susceptibles d'obstruer la circulation libre d'une parole vraie, voire d'ajouter au tourment des victimes. Par conséquent, et compte tenu de la complexité alambiquée et essentiellement formaliste de ces procédures, souvent futiles et potentiellement nocives pour les patients, le comité de recherche de SOS Psy a opté pour échafauder son propre modèle du débriefing. Alors, la conception du débriefing par SOS Psy. D'abord, les critères thérapeutiques. La condition sine qua non pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge réside en ce que l'intéressé ait explicitement énoncé son désir de participer à une séance de débriefing. Puis, il est indiqué qu'un psychologue procède à une évaluation psychoclinique des candidats au débriefing afin de s'assurer de leur aptitude psychique à répondre aux exigences élémentaires requises pour entreprendre une telle thérapie. Le diagnostic préliminaire consiste aussi à déterminer si le patient nécessite une hospitalisation d'urgence, par exemple en cas de décompensation psychotique ou de la présence de lésions organiques. Alors les spécificités méthodologiques. D'après notre expérience clinique, la méthode du débriefing complètement remaniée par nos soins se révèle la plus appropriée pour intervenir en situation d'urgence et prendre en charge des sujets qui viennent de subir un choc traumatique. Cette technique innovatrice, mise au point par SOS Psy, constitue l'une des spécificités majeures de l'ONG et la distingue de tous les autres groupes psychocliniques dont beaucoup ont pourtant fini par s'inspirer de notre méthodologie, de notre praxéologie, voire de notre appellation qui est pourtant protégée par le copyright. Passons. Alors, le débriefing, composé de plusieurs étapes successives, s'opère de préférence d'aller dans la limite de 72 heures suivant un événement potentiellement traumatisant, un accident, une agression, etc. Mais il peut aussi se montrer adapté pour soigner certains troubles psychiques de longue durée, surtout si ceux-ci ont pour cause une série relativement homogène de traumas réitérés, tels ceux issus d'une enfance calvaire ou un traumatisme unique, tel celui déclenché par une agression violente. Ainsi, si le débriefing est toujours indiqué pour traiter des traumas de type 1, donc un événement unique, il s'avère souvent opérant pour endiguer des traumas de type 2, tels les effets de chocs répétés ou ceux procédant d'un harcèlement moral prolongé. Son objectif est de prévenir la constitution d'une pathologie post-traumatique chronique et, in fine, de permettre au patient de recouvrir sa position de sujet. Au cours de nos investigations, nous avons constaté qu'il était superflu, voire important, de différencier du diffusing que d'aucuns réservaient à l'intervention in situ, tel sur le lieu même d'un drame. Afin de garantir l'efficacité maximale à la fois préventive et curative de la stratégie de débriefing, il est primordial de maintenir une distinction nette entre ces trois principales étapes qui se différencient de par leur contenu et leurs procédés respectifs. De plus, il est indispensable, à de rares exceptions près, de respecter rigoureusement l'ordre et la succession de ces différentes phases.
Enfin, lorsqu'une victime se trouve en état de choc, on peut faire abstraction du principe d'abstinence, qui constitue pourtant une règle fondamentale des principes de la psychologie clinique. Par exemple, il ne faut pas hésiter à établir un contact physique avec la victime. Afin de l'arracher à son éprouvée de solitude intérieure, caractéristique d'un vécu traumatique, on doit parfois la toucher, lui saisir les mains ou lui prendre un bras. Dans une perspective analogue, en vue de créer un climat de confiance et pour signifier au patient qu'il n'est pas seul, le psychologue ne s'interdira pas de parler un peu de lui-même. Alors, les 3 étapes du débriefing. On peut simplement, en 3 mots, rappeler qu'il s'agit de l'étape factuelle, qui consiste à éloigner le patient de son vécu traumatique en lui demandant de décrire les faits concrets. Deuxièmement, l'étape cognitive. On peut dire qu'il s'agit d'intellectualiser, de trouver des causes potentielles à l'événement, toujours dans le but d'éloigner le patient de son vécu douloureux. Et troisièmement, l'étape subjective, qui est l'étape originale inventée par SOS Psy et consistant à permettre au sujet de se remettre définitivement et de façon durable d'un choc traumatique. Merci, à bientôt.